Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, mardi soir 21h. Nicolas Rafale au micro de Radio J avec le docteur Serge Rafale. Bonsoir Serge. Bonsoir Nicolas. Bonne semaine. Bonne semaine. Oui. Eh bien, avant d'accueillir nos experts médicaux pour la seconde partie de Réfoy le Mag, après son précédent ouvrage, La Grande Extension, sous-titré Histoire de la santé humaine, qu'il était venu nous présenter et qui traitait principalement de l'allongement de l'espérance de vie, le docteur Jean-David Zetoun, épidémiologiste clinique, va plus loin dans son dernier opus au titre volontairement provoquant le suicide de l'espèce, toujours chez De Noël. Voilà, c'est le bon. Il explique que l'autre pandémie mondiale, bien plus grave que celle du Covid, dont nous sortons à peine, responsable de 3/4 des décès actuels, a pour cause l'irrésistible ascension des maladies chroniques, en grande partie liées à des facteurs qui dépendent de l'activité humaine. Malbouffe, alcool, tabac, pollution, surpoids et obésité. Et que les politiques de prévention, les solutions proposées ne sont à la hauteur dans quasiment aucun pays du monde et font planer une énorme inquiétude sur la santé humaine. Une véritable régression. Nous sommes donc de facto dans la suite de votre ouvrage précédent, docteur Serge Rafale, docteur Jean-David Zetoun. Vous allez nous expliquer cela. C'est maintenant. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Zetoun, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être de nouveau ici pour nous présenter votre dernier ouvrage, La survie de l'espèce, qui, Nicolas l'a dit, prolonge et actualise le précédent. Et surtout tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la santé humaine depuis quelques dizaines d'années avec l'émergence des maladies chroniques. Oui, c'est difficile de dater. Il n'y a pas un moment à partir duquel ça a commencé à basculer, contrairement à une épidémie, par exemple, d'un microbe qui commence à un moment relativement précis. Mais clairement, depuis les années 70, on a une croissance des maladies chroniques. Qui n'est pas liée à l'industrialisation de l'alimentation ? Alors, qui est liée en partie à des facteurs, on va dire, naturels, c'est-à-dire la croissance démographique et le vieillissement démographique qui fait qu'on a tendance à être plus malade quand on est âgé par rapport à quand on est jeune, mais qui est liée aussi aux activités humaines ou industrielles, ce qui revient un peu au même. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer dans le livre et de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, alors qu'au fond, personne ne veut qu'on ait une croissance des maladies. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu La Grande Extension, je souhaiterais en quelques mots que vous nous dérouliez l'évolution de l'espérance de vie qui se situe actuellement autour, disons, de 79 ans chez les messieurs, de 85 chez les dames, mais qui a longtemps été beaucoup plus basse et qui en fait a tendance à plafonner peut-être. Oui, en gros, on peut schématiquement distinguer 3 phases dans l'histoire de la santé humaine. La première phase, c'est celle qui commence il y a très longtemps, donc il y a 15 000 ans au moment de la transition néolithique. Et à ce moment-là, les humains vont arrêter d'être des nomades et des chasseurs-cueilleurs pour se fixer et former des petits villages ou des petites sociétés. Et à ce moment-là, leur espérance de vie va se dégrader, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'ils vont vivre entre eux, donc ils vont se transmettre les microbes, ils vont vivre à proximité des animaux, donc ils vont attraper d'autres maladies. Et là, on va avoir une période de stagnation colossale qui va durer jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, avec une espérance de vie qui va probablement entre 25 et 35 ans. Donc ça, c'est une stagnation qui dure des milliers d'années. Ensuite, il y a une deuxième phase qui commence à peu près au milieu du XVIIIe siècle et qui voit l'espérance de vie doubler en 200 ans. Donc c'est pas mal. Ça passe de 30 ans à 60-65 ans jusqu'au milieu du 20e, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous expliquez... Et ça, c'est la santé publique qui fait le boulot. Voilà, exactement. La médecine est inefficace, la chirurgie se fait sans anesthésie, sans hémostase, sans antisepsie, donc c'est une catastrophe. On n'a pas d'antibiotiques. Pas d'antibiotiques, très peu de médicaments. Et voilà, donc la médecine progresse sur le plan diagnostique pendant cette période, mais pas sur le plan du traitement. Et puis après, il y a une troisième phase qui commence donc en gros après la Deuxième Guerre mondiale, et où la médecine et la pharmacie deviennent vraiment efficaces, et où l'humanité va gagner en moyenne 20-25 années d'espérance de vie supplémentaire pour arriver aux données que vous avez citées. Et ça marche bien jusqu'au début du XXIe siècle, probablement jusqu'au vers 2010. Depuis le 2010, c'est moins clair, et la question qui reste ouverte, à laquelle j'ai pas la réponse, mais le livre suggère que c'est un risque sérieux, c'est est-ce qu'on est entré dans une 4e phase où l'espérance de vie et la santé de façon plus large commence à se détériorer ou à stagner de façon trop problématique. Alors, venons-en à votre dernier ouvrage. Dans l'introduction, vous évoquez, comme Camus, l'absurdité du monde. Vous dites « La société sans intention supérieure, mais pas sans cause,
produit de plus en plus de maladies tout en faisant de plus en plus d'efforts pour les traiter. Oui, c'est une situation qui, de fait, est absurde, puisque vous avez d'un côté la société mondiale qui produit de plus en plus de risques, et ces risques produisent des maladies, donc la société produit de plus en plus de maladies. Et de l'autre côté, elle va dépenser de l'argent, c'est même pas un investissement, pour essayer d'atténuer les effets des risques. Donc voilà, c'est un petit peu comme si vous laissiez le radiateur ouvert avec la fenêtre ouverte et vous dites qu'il fait froid, mais vous laissez la fenêtre ouverte et vous chauffez toujours plus le radiateur. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Vous expliquez donc qu'il y a 3 grandes causes de décès. Les maladies infectieuses, les maladies chroniques et les morts violentes. Oui, c'est comme ça qu'on les classifie en général, selon les standards épidémiologiques. Aujourd'hui, on a à peu près 3/4 des humains qui meurent d'une maladie chronique, c'est-à-dire avant tout maladie cardiovasculaire ou cancer. Mais assez tard, vous dites que la plupart des décès se concentrent après 65 ans. Aujourd'hui, oui, c'est la transition épidémiologique du XXe siècle qui a produit ça, c'est-à-dire qu'avant, la mortalité infantile était très élevée et on avait une probabilité à peu près équivalente tout au long de l'existence de mourir, quel que soit l'âge. Et aujourd'hui, on peut tous s'attendre à mourir entre 65 et 90 ans. Il y a une compression de la mortalité à la fin de la vie. Une notion qui est importante, on a parlé de l'espérance de vie et dans votre ouvrage, vous parlez de l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, c'est quelque chose qui nous parle encore plus parce que ça nous fait une belle jambe de dire qu'on va vivre très longtemps si jamais les 20-30 dernières années sont médiocres. Pour autant, c'est difficile à définir. Qu'est-ce que c'est la bonne santé ? C'est pas complètement évident. Au moins, la mort et la vie, c'est quelque chose d'assez clair. Ensuite, c'est difficile à mesurer et on pense que l'espérance de vie en bonne santé ne progresse pas énormément depuis plusieurs décennies, même si elle a peut-être un peu progressé. Moins que l'espérance de vie tout court. Vous dites le développement et la croissance économique améliorent toujours la santé, le premier plus que la seconde. Oui, exactement. Il y a une distinction entre le développement économique et la croissance économique. La croissance économique, elle est définie par la croissance du produit intérieur brut, qui est une empreinte énergétique et matérielle et qui donc a des bons et des mauvais effets. Le développement économique, c'est quelque chose de plus qualitatif et de moins quantitatif. Ça comprend aussi l'éducation, le bien-être. Et donc le développement produit de la santé et produit du bien-être. La croissance économique a souvent produit de la santé, surtout à long terme. Aujourd'hui, c'est moins clair, il me semble. Le risque est le concept le plus important de l'épidémiologie. Le risque, oui. Et le risque, c'est la cause initiale des maladies. Donc effectivement, s'il y avait pas de risque, rien ne serait probabiliste, et donc les épidémiologistes n'auraient pas de travail. Les épidémiologistes, aujourd'hui, ils passent leur temps à estimer des probabilités d'être exposés à tel ou tel risque. Aujourd'hui, il y a plein de risques, donc ils ont plein de travail. Vous dites qu'il y en a 3 principaux quand même, environnementaux, comportementaux et métaboliques. Ça, c'est les groupes de risques. Encore une fois, c'est un standard de classification, c'est une référence comme une autre, mais ça paraît tout à fait valable. Et au sein de ces catégories, il y en a plein. Il y a plein de risques comportementaux, il y a beaucoup de risques environnementaux, il y a beaucoup de risques métaboliques. Et vous dites les risques environnementaux, sauf la pollution, diminuent, les risques comportementaux sont stables, les risques métaboliques augmentent, et c'est notre plus gros problème. Oui, c'est un de nos plus gros problèmes, c'est le risque métabolique, dans lequel il y a un binôme classique qui est obésité et diabète. Et ça, c'est des risques qui sont en grosse croissance partout dans le monde, avec une croissance qui est supérieure à la croissance économique, c'est-à-dire supérieure aux moyens qu'on a pour traiter ces problèmes, et sans contrôle. On ne sait pas comment faire baisser ces risques. On sait faire baisser certains risques, l'alcool, le tabac par exemple, on sait les faire baisser. On ne le fait pas partout, mais on sait le faire. Faire baisser l'obésité, on ne sait pas le faire, on ne l'a jamais fait. Oui, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de risques spontanés, la plupart sont provoqués. Oui, sur une vingtaine de risques courants qui sont les plus fréquents, il y en a 17 qui sont des risques anthropique, c'est-à-dire de production humaine, donc c'est produit par des activités humaines ou plus souvent par des activités industrielles. Alors on est surpris, enfin on n'est pas surpris parce que à cause du titre de votre ouvrage, mais par le contenu à la question « La santé s'améliore-t-elle ?» vous répondez oui et non. Il y a des indicateurs qui s'améliorent, il y a des indicateurs qui se détériorent. L'espérance de vie progresse dans beaucoup de pays, mais pas dans tous. Aux États-Unis, l'espérance de vie a atteint un pic en 2014, elle a baissé ensuite 3 années de suite, après elle a stagné, après il y a eu la pandémie et après elle n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise. En France, l'espérance de vie qui a été estimée par l'INSEE en janvier 2023 pour l'année 2022 est en stagnation ou en baisse par rapport à 2019 qui est une année de référence puisque c'est la dernière année sans pandémie. En France, la mortalité infantile augmente depuis 2012.
donc depuis plus de 10 ans. Quand la mortalité infantile augmente dans un pays comme la France, ça n'est pas lié au fait que le système de soins ne s'occupe pas des enfants, ça n'est pas lié au fait que les enfants sont intrinsèquement en mauvaise santé, c'est lié au fait que les mamans sont en mauvaise santé. Et les mamans, c'est des femmes qui en général ont entre 25 et 40 ans. Donc que des femmes entre 25 et 40 ans soient en moins bonne santé depuis 10 ans que par rapport aux 10 années précédentes, ça traduit un réel problème, parce qu'elles sont plus obèses et qu'elles fument plus notamment. Le constat, c'est que les humains font plus d'efforts pour vivre mieux et plus longtemps, et en même temps, ils produisent des risques nouveaux et importants qui, en fait, annulent. Complètement. C'est l'absurdité dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est pas forcément les mêmes, mais la société mondiale fait ça. Alors, deux notions importantes dans votre ouvrage qu'il va falloir nous expliquer. Alors, l'offre, ça, on le comprend aisément, mais la demande de risque. Le livre observe que la plupart des risques sont en croissance ou en tout cas continuent d'exister parce qu'ils appartiennent eux-mêmes à la croissance économique dont on parlait tout à l'heure. Alors l'offre de risque, elle vient des industriels en gros. L'offre de risque, c'est une offre industrielle qui est assez facile à identifier et à définir. C'est par exemple pour les industriels qui produisent de la pollution, c'est-à-dire la plupart des industries, la pollution c'est un effet collatéral de leur activité et du fait que c'est moins cher de produire... de la recherche de rentabilité voilà, en fait. C'est moins cher de produire salement que de produire proprement, c'est pour ça qu'on a un problème avec la transition environnementale. Ça c'est une offre qui est indirecte, ils ne produisent pas directement des risques, ils ne les vendent pas, mais par contre dans ce qu'ils vendent, il y a des risques qui se disséminent et qui concernent toute la société. Alors, j'aimerais que vous parliez de l'industrie alimentaire, précisément, avec l'introduction des aliments transformés et ultra transformés. Qui, elle, donc, offre directement les risques, c'est-à-dire qu'elle vend des produits qui sont mauvais pour la santé, dans la majorité des cas. C'est pas dans la totalité, mais l'industrie alimentaire a pris un tournant probablement dans les années 70 en transformant de plus en plus les aliments qu'elle met en vente. Aujourd'hui, les aliments qui sont transformés ou ultra transformés, c'est jusqu'à 80% de l'espace d'un supermarché, donc c'est quelque chose qui est dominant et qui est très mauvais pour la santé et qui est en cause dans la pandémie d'obésité, de diabète ou de maladies métaboliques chroniques au sens large, parfois même sans obésité, donc de façon encore plus insidieuse. Vous dites ils n'ont pas prévu les maladies déclenchées, mais d'abord ils les nient, ils poursuivent la condensation et l'obstruction. Un petit peu pour que tout change, il faut que rien ne change. Oui, ils suivent un schéma bien connu qu'a suivi l'industrie du tabac, qui consiste au début à ne pas forcément savoir les risques qu'on produit, donc il n'y a pas une mauvaise intention de départ, puis à s'en rendre un peu compte, mais à essayer de faire en sorte que ça ne se sache pas. Et puis ensuite, quand tout le monde le sait, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui pour l'alimentation, alors que ça a mis du temps, il y a 20 ans c'était moins évident, à essayer de faire en sorte que les politiques contre les risques produits soient inefficaces ou inactifs. Et d'ailleurs, pour l'instant, l'industrie alimentaire a plutôt bien réussi, puisque, encore une fois, l'obésité est en baisse dans aucun pays du monde. Et vous dites l'épidémie de maladies chroniques est industrielle, mais en fait, on l'a mise sur le compte des individus. Mangez moins, bougez plus. Les individus n'arrêtent pas de recevoir des messages qui leur disent de faire ci ou de faire ça, et encore une fois, ça ne marche pas. Sinon, l'obésité serait en baisse, les maladies métaboliques seraient en baisse. Donc effectivement, on a reporté sur les individus la responsabilité d'éviter les risques, dont le risque alimentaire, tout en laissant l'offre de risque complètement tranquille, puisque l'offre alimentaire n'est pas sous l'effet d'intervention légale ou d'intervention économique. Elle n'est pas taxée et tous les produits sont autorisés, même les produits qui sont très mauvais sur la santé, quelle que soit leur concentration dans les aliments. Vous citez un célèbre endocrinologue là, de San Francisco, le professeur Lustig, qui dit « Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'il y a dans les aliments, mais ce qu'on leur a fait ». Oui, c'est une formule géniale qui explique que les calories ne disent pas tout de la toxicité des aliments et que les processus de transformation qui affectent ces mêmes aliments interviennent aussi dans la toxicité qu'ils peuvent produire. Et comme la science et l'épidémiologie sont des disciplines qui sont difficiles et qui fonctionnent par essai et erreur, c'est quelque chose qui met du temps à être démontré et que des personnes continuent de nier. C'est de moins en moins le cas, mais il y a encore des spécialistes qui disent que c'est pas si dangereux que ça, alors qu'aujourd'hui, on a un problème alimentaire qui est mondial. Deux risques difficiles à contrôler, donc la pollution et les risques métaboliques. C'est les deux pires, je pense, à la fois à cause de la taille de leur impact, c'est-à-dire 9 millions de morts pour la pollution, 5 millions de morts pour l'obésité, et plus encore si on prend toutes les maladies métaboliques associées, et parce que ce sont des risques en croissance
sans qu'on sache les contrôler. La pollution est en baisse dans les pays riches grâce à la régulation et à la taxation, mais elle est stable ou en hausse à l'échelle mondiale et on n'a pas de solution à court terme qui paraissent crédibles. Il n'y a pas de gouvernance mondiale de la pollution. Il y a un GIEC, c'est déjà ça. Pour la pollution, ça n'existe pas. Sur les effets métaboliques, vous dites ça va bien au-delà des calories, ce qu'on a longtemps avancé. C'est une notion assez récente à l'échelle de la science nutritionnelle, mais effectivement, les aliments ne sont pas que mauvais parce qu'ils apportent du gras ou du sucre, c'est-à-dire des calories, c'est-à-dire trop d'énergie. Et les aliments ultra transformés sont l'exemple le plus problématique de ça, puisque même si leurs calories ne sont pas toujours n'ont pas toujours un aussi mauvais bilan, ils ont quand même des effets toxiques qui n'apparaissent pas dans la liste des calories. Vous expliquez là, vous dites... Et qu'on ne comprend pas d'ailleurs de façon complète. On sait juste que c'est très mauvais, on sait moins comment c'est mauvais. Vous interrogez, vous dites dans votre ouvrage, les aliments ultra transformés produisent des maladies qu'on n'attendait pas ici. Non, ils produisent les maladies un peu courantes. Alors parfois, quand elles sont digestives ou quand elles sont liées à l'obésité ou au métabolisme directement, on s'y attend un peu. Quand ça affecte le risque de maladies mentales, de maladies auto-immunes, effectivement, ça c'est plus inattendu, je crois. Et c'est parfois sournois. Là, vous expliquez que des patients ont du mal. Ils arrivent à être très malades sans avoir grossi, en fait. Alors exactement. On a sans arrêt avancé l'obésité. Et vous citez les TOFI. Là, exactement. Le profil des maladies change parce que le profil de l'alimentation change. Donc, on a des patients qui ont une quarantaine d'années, à qui on diagnostique un diabète de type 2, dont la cause est clairement alimentaire, mais qui ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient en train de se diriger vers un problème parce qu'ils n'avaient pas grossi depuis les dernières années. Pourtant, ils avaient préparé de façon méticuleuse un diabète. On le sait, mais on est surpris, agréablement surpris par désagréablement surpris par ce que vous dites. En fait, la localisation du gras est plus importante que la quantité. Oui, donc, ça aussi, c'est une notion assez récente. Le gras dans le foie est on peut se retrouver avec 200 grammes de graisse vraiment très, très dangereuse et quelqu'un comme Teddy Riner va parfaitement bien. Alors, je ne sais pas si Teddy Riner est gras, mais il y a des profils d'obésité ou de surpoids où les graisses sont localisées dans les cuisses, par exemple. Alors, on peut discuter indéfiniment du caractère esthétique ou problématiquement esthétique de ça, mais en revanche, ça n'est pas mauvais pour la santé. Alors que vous avez des quantités de gras qui sont 10 fois inférieures, mais qui peuvent être placées dans le muscle ou dans le foie, ça, c'est très mauvais. Alors, on a parlé de l'offre de risque. Ce qui m'a beaucoup intéressé, surpris dans votre ouvrage, c'est la demande de risque. Alors, vous dites qu'il y a différents types de demandes. Il y a une demande par erreur, ce que vous appelez l'épidémiologie populaire. Oui, je pense que c'est plus difficile de comprendre pourquoi les individus s'exposent au risque, et le livre essaye de comprendre les différentes situations qui peuvent expliquer ça. Parmi ces situations, il y a quelque chose qui est assez connu, c'est pas une invention de ma part, qui s'appelle l'épidémiologie populaire, c'est-à-dire notre tendance à tous de comprendre les explications des risques et des maladies à partir des cas de notre entourage. Donc ne pas forcément se fier aux données d'ensemble, qui sont les données officielles de la science. Moi, ça ne me touchera pas. C'est-à-dire, moi, j'avais un oncle qui a fumé pendant tant de temps et puis il est mort à je sais pas quel âge. Donc le tabac, c'est pas si dangereux que ça. C'est vrai, il y a des contre-exemples. En moyenne, le tabac, ça enlève 9 ans d'espérance de vie, ça augmente le risque de cancer du poumon de 900%, etc., etc. Donc ça, c'est une tendance qu'on a tous, plus ou moins, et qui peut nous amener à sous-estimer les risques auxquels on s'expose. Une demande par inattention. Alors là, c'est un petit peu plus complexe avec deux systèmes. Et vous dites, en fait, il y a un système automatique qui se met en place et qui prend le dessus sur le système rationnel, ça. Oui, la conception en système est schématique, mais la réalité, c'est qu'on a quand même deux façons de fonctionner au cours d'une journée. Un fonctionnement automatique où plein de nos gestes sont effectués sans qu'on y pense de façon très consciente. Et parfois, un autre système qui nous amène à être plus intensément cognitif et donc à réfléchir à ce qu'on fait. Si on était tout le temps cognitif, on prendrait moins de risques, mais on serait épuisé. On ne peut pas tout le temps être en hypervigilance et donc il y a plein de risques auxquels on s'expose, alimentaire, la cigarette, l'alcool ou je ne sais pas quoi d'autre, qu'on fait parce qu'on n'est pas extrêmement vigilant par rapport à ce qu'on fait. Et vous dites qu'en fait, les politiques, les actions, en fait, devraient s'adresser au système automatique et pas rationnel. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent, puisque 90% de nos comportements sont automatiques, il faut cibler les risques qui sont pris de façon automatique, plutôt que d'aller dire aux individus, réfléchissez, ne faites pas ci, ne faites pas ça. En fait, on a une minorité de notre temps mental qui est passé à être vigilant, donc c'est se tromper de taille de cible que de croire qu'à chaque fois, il faut aller éduquer les individus pour les conscientiser.
Une demande par dépendance, et là on arrive sur une notion qui est directement, enfin qui me semble déclenchée par précisément l'alimentation, c'est l'addiction. Alors, il y a plein d'offres addictives dans le monde. Les plus connues, c'est le tabac et l'alcool, par exemple, ou les drogues légales ou illégales. Après, il y a clairement de nouvelles addictions aujourd'hui qui sont produites par les industries. L'addiction alimentaire en est une. Aucun aliment naturel n'était addictogène. Hein. Non, à peu près aucun. Non, le café est addictogène, pas mais trop naturel, voilà, et le café est addictif ou addictogène, mais c'est quelque chose qui n'est pas spécialement mauvais pour la santé, donc ça n'a jamais été réellement un problème. Les aliments trop sucrés, en particulier ceux qui contiennent du fructose, sont très vraisemblablement addictifs pour beaucoup de gens, sans que les gens s'en rendent compte, sans que ce soit officiel, il n'y a pas marqué attention, consommer cet aliment vous expose à un risque de dépendance. Et donc, c'est quelque chose dans lequel les individus tombent sans savoir que c'est un risque auquel ils s'exposent, sans parler du risque de toxicité. Donc, c'est une drogue parfaite, c'est addictif et c'est toxique. Une demande par désespoir, je ne la développerai pas, parce que je pense que Nicolas vous reposera la question dans la deuxième partie de notre émission, de notre magazine. Je voudrais qu'on dise un mot sur la défaillance politique. Alors, vous évoquez Foucault et vous parlez d'un biopouvoir négatif. Foucault a théorisé le biopouvoir en décrivant et en analysant la façon dont, à partir du XVIIIe siècle, les États avaient commencé à intervenir dans la vie et la santé des citoyens. Ce que vous avez expliqué au tout début. Ce qu'on avait expliqué dans le précédent livre, en disant que c'était fait de manière intéressée pour stimuler la démographie et stimuler l'économie. Et donc Foucault a expliqué ça, il a appelé ça biopouvoir, et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. La façon dont l'État, par exemple, a décrété un confinement pendant une période d'épidémie, c'est une façon d'intervenir dans la santé des gens pour les empêcher de tomber malades. Il y en a plein d'autres. Les industriels ont développé un biopouvoir qui est contraire de celui-là, qui est négatif, qui consiste à essayer de s'opposer aux mesures légales ou économiques qui pourraient aller contre l'intérêt industriel, en tout cas à court terme. Je pense qu'à long terme, les industriels pourraient tout à fait fonctionner avec une équation économique pas très différente s'ils évoluaient, mais ils n'évoluent pas d'eux-mêmes et ils font en sorte que les États ne les poussent pas à trop évoluer. Vous avez une formule forte, vous dites que les industriels rendent invisible ce qui est mauvais, produisent du faux sur ce qui est visible et des non-décisions ou de l'inaction finalement. Oui, c'est le schéma en 3 temps qu'on a décrit tout à l'heure, qui consiste à essayer de ne pas rendre le problème apparent. Ensuite, quand il est apparent, à dire que c'est peut-être plus compliqué que ça. Les industriels du tabac, par exemple, avaient dit que le cancer du poumon était lié à la pollution et les industriels de la pollution avaient dit que c'était lié au tabac. Donc c'est une façon de produire du doute pour retarder une action efficace. Pendant longtemps, à propos des graisses, à propos des sucres, on incriminait les graisses. Exactement, en fait. Et le sucre avait une bonne image alors qu'en fait c'est très mauvais. Et puis la troisième étape, c'est quand tout le monde sait que c'est mauvais et qu'une action politique est décidée, d'essayer de faire en sorte que cette action soit inefficace ou pas très efficace, comme par exemple dire, dites aux gens d'éviter nos produits, nous on fait ce qu'on a envie de faire, puis si les gens veulent pas les acheter, ils n'ont qu'à pas les acheter. En fait c'est plus compliqué que ça. Vous dites sur la politique on aurait pu, mais on n'a pas fait. Si les politiques de santé étaient efficaces, on n'aurait pas une croissance de toutes ces maladies. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvaises intentions de la part des politiques. Ils sous-estiment probablement le problème. Ils ont l'impression d'être pris avec des intérêts compliqués et incompatibles entre eux. La réalité, c'est que ce qui a été fait n'a pas marché. Et quand on évoque la croissance, indispensable pour financer la transition écologique, vous dites qu'il n'y a aucune preuve qu'elle permette de faire progresser la longévité. La croissance économique telle qu'elle est définie ne garantit peut-être pas que l'espérance de vie va continuer à progresser au XXIe siècle comme elle l'a fait au XIXe et au XXe, il me semble. Et en misant sur l'individu, en fait, on ne traite absolument pas les causes. Non, parce que le problème, c'est l'offre de risque, c'est pas la demande. La demande est sculptée par l'offre. Les individus sont influencés par ce qu'on leur propose. Et donc, tant qu'on continue à autoriser une offre de risque problématique dans le cas de l'environnement et de l'alimentation, les gens seront perméables à ça et ils continueront de s'exposer même s'ils aimeraient vivre autrement. Vous n'avez pas le sentiment que trop d'infos tue l'info et qu'il y a tellement de risques actuellement que le public se dit un risque de plus. Bien sûr, il y a une saturation cognitive.
Alors, sauver l'espèce, c'était en fait l'objectif de votre livre, parce que la survie de l'espèce est importante. Vous dites de règles. Pour communiquer, il y a des règles. On ne va pas les développer aujourd'hui. Et pour agir efficacement, vous dites qu'il faut de la régulation, il faut une taxation et il faut un accompagnement. Et vous citez comme exemple la pharmacie. Oui, la pharmacie, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui a des défauts et qui est critiquable, mais au moins c'est une industrie qui est régulée de façon extrêmement sérieuse, de telle sorte que les médicaments qui sont mis sur le marché sont, dans la très grande majorité des cas, sûrs et efficaces. C'est pas le cas d'autres industries, et notamment par exemple l'industrie chimique, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais la pollution chimique c'est un problème mondial énorme. La plupart des produits chimiques ne sont pas testés quant à leur toxicité ou leurs effets en général sur la santé humaine. Et personne n'accepterait de prendre un médicament qui aurait été aussi peu testé que les produits chimiques qui pourtant sont largement autorisés et largement disséminés dans notre environnement, parfois même de façon éternelle, comme par exemple les PFAS dont on a beaucoup parlé ces derniers mois et qui ont été appelés polluants éternels parce que ce sont des produits qui ne se dégradent pas. Et donc ils restent dans l'environnement, dans l'état dans lequel ils ont été. Longtemps, des centaines d'années. Des centaines d'années. Alors, on est au terme, Dr Zeytoun, de notre entretien. Alors, il existe bien un suicide là, actuel de l'espèce ? À partir du moment où la société mondiale produit les armes de sa maladie et de sa mortalité, même si c'est une expression imagée, je pense qu'on peut appeler ça un suicide. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement intentionnel. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes personnes qui produisent les risques et les mêmes personnes qui s'exposent aux risques. Mais de fait, on a aujourd'hui une quantité considérable de causes de maladies et de mortalité qui est produite par les activités humaine. Vous dites qu'il est insensé de produire toujours plus de maladies et de dépenser ensuite autant d'argent pour les traiter. C'est ce qu'on essaye de dire. Vous terminez votre ouvrage en prônant la révolte de Camus. Bon, on a l'ouvrage commence et termine avec Camus. Effectivement, c'est des livres de Camus qui sont à 10 ans d'écart. Un livre sur le suicide quand il avait 28 ans et un livre sur la révolte quand il avait 38. Moi, je préfère le deuxième d'ailleurs. Et oui, il faut. Je pense que personne ne trouve ça bien qu'on en soit à une situation telle qu'on vient de la décrire. Surtout qu'on sait que des solutions sont possibles à partir du moment où on s'en prend à l'offre de risque, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est que on a réussi à faire baisser certains risques dans le monde. Le tabagisme est en baisse dans le monde. L'alcool est en baisse dans certains pays. Le plomb, qui était omniprésent dans notre environnement dans les années 70, est beaucoup moins important aujourd'hui. Ces risques ont été réprimés grâce à la loi et à la taxe. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait pour les autres risques qui sont en croissance. Docteur Jean-Daniel Zeytoun, merci. Je vous attends pour le prochain, peut-être la survie de l'espèce. Alors il y a un prochain et je vous le dirai avant tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je me révolte donc, nous sommes, Camus qui englobait un peu l'humanité dans cette révolte. On fait une petite pause, chers auditeurs. Qu'est-ce qu'on conseille? Pas de fructose, un petit bol de framboise, de fruits rouges pour les gens là qui font la pause là, et puis on se retrouve dans une minute. Des aliments frais. Des aliments frais, voilà, on se retrouve dans une minute pour la suite de Réfoy le Mag. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Ah chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader. Radio J. Vous écoutez Radio J.
C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Est-ce que ça vaut la peine? 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 Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Réfoy le mag, et on continue la discussion, hein, docteur Serge Rafale, même pendant la chanson. Nous, on continuait de parler, c'était fort intéressant. On est avec nos experts chroniqueurs médicaux qui nous ont rejoints. Bonjour, Eva Soto, professeur de l'info. Oui, professeur de l'info, la classe. La classe, grande classe. On continue de s'entretenir, de parler avec le docteur Jean-David Zetoun. J'ai pas encore présenté son précédent, que j'avais présenté dans la première partie, la grande extension. Chez De Noël, histoire de la santé humaine. Vous en avez un peu parlé, on va continuer d'en parler d'ailleurs maintenant pendant les questions que je vais vous poser. Je voulais peut-être, la première de ces questions, savoir pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Est-ce que c'est pluri ou est-ce que c'est mono-raison? Ah non, c'est pluri-raison comme toujours. C'est un fait du XXe siècle. Avant le XXe siècle, les femmes ne vivaient pas plus longtemps que les hommes, voire parfois elles vivaient même moins longtemps, notamment parce qu'on s'occupait moins des petites filles, parce qu'on considérait que ça servait pas à grand chose, donc il y avait plus de mortalité infantile chez les filles que chez les garçons, et à la fin ça se répercutait sur la moyenne. Au XXe siècle, les femmes vivent plus longtemps que les hommes pour des raisons qui sont à la fois probablement biologiques, certaines prédispositions à faire moins de certaines maladies ou à mieux se défendre contre les microbes, et pour des raisons qui sont sociales, parce que elles ont tendance à moins fumer, moins boire, à prendre moins de risques de façon générale, à conduire moins dangereusement, à être moins violentes, même si elles sont elles-mêmes victimes de violences. Et donc, c'est une combinaison de raisons qui explique qu'au XXe siècle, dans la majorité des pays du monde, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, et parfois de beaucoup. Quand vous avez 5-6 ans d'espérance de vie moyenne de différence, c'est énorme. La biologie n'est pas primordiale? Si, la biologie, c'est probablement une partie des raisons. C'est plus difficile à prouver, mais on pense qu'il y a certaines maladies qu'elles développent plus, comme les maladies auto-immunes, mais qui sont des maladies assez rares, qui traduisent aussi qu'elles ont un meilleur système immunitaire, et donc elles se défendent peut-être mieux, par exemple, contre les microbes. On disait un temps que l'anémie, enfin les règles qu'elles avaient, entraînaient une petite anémie qui en fait diminuait le stock de fer qui lui-même était pro-oxydant et que ça pouvait participer. C'est possible, c'est des explications qui sont difficiles à prouver, mais peut-être que c'est une partie de la cause. Alors l'espérance de vie, vous en avez parlé dans la première partie, une donnée fiable, vous avez parlé de la qualité de vie qui était très importante, mais comment la quantifier, comme cette qualité de vie? Vous donnez dans votre ouvrage des chiffres sur la géographie absolument incroyables, sur l'espérance de vie. À New York, l'espérance de vie perd 10 ans entre le centre de Manhattan et le Bronx. Comment est-ce qu'on peut qualifier ces 10 années de différence, de gap? La géographie de la santé est souvent liée à ce qu'on appelle le gradient social de santé, c'est-à-dire les différences de santé qui sont expliquées par les différences sociales. Et donc la géographie traduit ça parce qu'évidemment, vous n'avez pas les mêmes personnes qui habitent au centre de Manhattan par rapport aux gens qui habitent dans le Bronx. Vous avez le même à Chicago, vous avez le même à Paris. C'est encore pire à Chicago. Alors Chicago, je crois que c'est pire. 16 ans. Voilà, c'est ça, c'est colossal. 16 ans de différence entre le centre et l'ouest de la ville. Voilà, et donc ça veut dire que chaque minute de métro enlève 6 mois de vie en général. Et on a les mêmes dans d'autres pays. En France, l'espérance de vie en Seine-Saint-Denis, par exemple, pour l'Île-de-France, n'est pas la même que l'espérance de vie à Paris. Et donc, vous avez des différences sociales qui expliquent ensuite des différences d'exposition au risque. Le risque est toujours central dans les différences de santé entre les individus et qui explique à la fin les différences de vie. Donc, c'est l'alcool, le tabac, l'alimentation, le milieu plus ou moins pollué dans lequel vous allez évoluer. Racontez-nous un petit peu ce que vous appelez dans votre ouvrage le désespoir américain, qui ne concerne pas les non-hispaniques, enfin ce sont les non-hispaniques d'âge moyen, dont vous aviez déjà parlé dans la grande extension. Oui, le désespoir, c'est le terme qui a été un peu consacré par un couple qui a étudié ça depuis presque 10 ans, qui est Angus Deaton, qui est prix Nobel d'économie, et sa femme qui s'appelle Anne Case. Et donc, ils ont étudié la mortalité américaine, et en désagrégeant les données par groupe ethnique, ils se sont rendus compte que c'était surtout les blancs non-hispaniques et par ailleurs non éduqués, qui étaient ceux qui étaient les plus touchés par l'augmentation de la mortalité.
Ça, c'est ce qu'ils ont démontré de façon descriptive au départ. Après, ils ont essayé d'aller chercher les explications de ça, c'est-à-dire pourquoi ces gens-là meurent plus, et ils se sont rendus compte que c'était par des causes qui étaient, là encore, purement anthropiques, c'est-à-dire auto-infligées. L'alcool, l'obésité, le suicide, les surdoses aux opioïdes. Donc à chaque fois, les individus produisent leur propre mort. Et après, ils se sont individués aux causes des causes, et donc ils se sont rendus compte que ces gens-là ont perdu des perspectives, pas seulement seulement au niveau économique, mais aussi au niveau social. Qu'est-ce qu'on va devenir ? L'espoir. Et qu'est-ce que vont devenir nos enfants ? Et c'est là qu'ils ont expliqué ça par le désespoir. Et donc, quand vous n'avez pas de perspective, vous n'investissez pas dans votre santé, et puis Nos vous investissez. enfants vivront moins bien que nous. Voilà. Et donc, du coup, vous investissez dans le plaisir au détriment de la santé. Et donc, c'est la mauvaise alimentation, l'alcool ou les opioïdes. Alors vous parliez du fructose, parmi les... c'est l'ennemi à abattre, le fructose. C'est un sucre naturel, pourquoi est-il si dangereux ? Alors le fructose des fruits n'est pas très mauvais pour la santé, d'abord parce qu'il n'est pas très concentré, et ensuite parce qu'il est associé à un truc génial qui s'appelle les fibres, et qui fait qu'il n'est pas traité de la même façon, il n'a pas le même effet du tout. En revanche, le fructose qui est artificiellement rajouté dans les produits ultra-transformés n'est pas associé aux fibres, puisque les industriels en général enlèvent les fibres de l'alimentation. Ils l'ont rajouté parce qu'il est plus sucrant que le glucose. Exactement, donc il provoque plus de plaisir, et ils se sont aperçus ultérieurement que c'était encore mieux que ça, puisqu'il était en plus addictif, comme on l'a dit tout à l'heure. Un petit mot sur le lait écrémé, alors qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un double bénéfice pour les industriels et un inconvénient pour les consommateurs ? Oui, le lait, c'est un exemple du pire, parce que comme on a pensé pendant longtemps, on a surestimé l'effet négatif du gras et sous-estimé l'effet négatif du sucre, on s'est dit, le lait, c'est un peu gras, donc c'est pas bon, donc on va enlever le gras. Et donc du lait écrémé. Donc on a fait du lait, sans gras. On a récupéré le gras pour en faire du mauvais fromage, donc comme ça perpétue le business, voire même ça le fait progresser. Et comme on a enlevé le gras du lait, il fallait bien le remplacer par quelque chose, et donc on l'a remplacé par du sucre. Donc on a rendu un aliment qui était mauvais en rajoutant du sucre et en lui enlevant le peu de bon gras qu'il avait, et puis on s'est débrouillé pour faire du mauvais fromage avec le gras qu'on récupérait. Bon, dernier mot, alors dernière question sur le régime vegan, sans œufs, sans viande, est-ce que c'est... Pourquoi c'est une assurance santé ou pas du tout ? Non, pas forcément. Ça peut être meilleur, ça peut être moins bon. Il y a des produits ultra transformés dans les régimes véganes. Donc c'est pas une immunisation contre les produits ultra transformés. Il y a souvent des avantages parce qu'en moyenne, quand on mange moins de viande, c'est moins gras. Donc ça dépend du régime vegan. Un steak de soja, c'est transformé. Donc c'est dommage. On a parlé de l'espérance de vie, on va parler à présent de la natalité avec notre professeur de l'info Eva Soto. C'est la revue de presse. Réfois. Eva Soto. Radio J. Eva, vous avez un petit sourire aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Eh oui, je vais encore passer pour une sorcière. Et puis en plus, avec mes cheveux gris, vraiment, je suis raccord niveau look. Donc oui, je vais passer pour une sorcière, mais cette baisse de la natalité en France, elle a quelque chose pour moi de rassurant. Oui, parce que Nicolas, les Français font de moins en moins d'enfants. Je ne suis donc pas la seule nana de 48 ans qui n'a pas d'enfants. Voilà. Le truc moins rassurant, c'est que le grand remplacement, il a commencé. Comment ça, Eva ? Non, je parle pas d'un gars qui court se réfugier dans la première pharmacie venue pour acheter de l'écran total quand il voit un noir dans la rue de peur d'être contaminé par sa couleur de peau. Là, on rigole plus, on parle de vrai grand remplacement, celui des jeunes par les vieux. Ça porte même un nom, et le nom à lui seul est crispant. On dirait le titre d'un film de David Cronenberg. Ce nom, c'est... Le Baby Crash. Ah ouais, ça fait peur comme nom ça. Mais c'est quoi exactement le Baby Crash ? Alors non, c'est pas un avion rempli de bébés qui s'écrase, c'est d'une autre chute qu'il s'agit, celle des naissances. Selon l'INSEE, 723 000 bébés sont nés en France en 2022. Et tenez-vous bien, Nicolas, parce que là, ça fait mal où le roi va seul. Et il est bien seul, le roi, puisque ce chiffre, en fait, correspond au plus bas niveau des naissances depuis plus de 75 ans. En fait, il faut remonter à 1946. Alors là, c'était après la Seconde Guerre mondiale.
Après, on peut pas trop savoir comment ça fait, la guerre, puisque la dernière fois qu'on en a eu une, j'ai pris 6 kilos en mangeant des chips devant Netflix. Mais attention, j'avais les attestations pour aller les acheter, les chips. Un truc est certain, si en glandant devant les séries, on prend du bide, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on tombe enceinte. Et c'est pas en mangeant des chips non plus qu'on progresse. En plus, Eva, l'INSEE nous apprend que tous les Français ne sont pas égaux dans ce classement du baby crash. Et non, Nicolas, c'est en Occitanie et en Île-de-France que la baisse de natalité est la plus marquée. Pourquoi ces deux-là ? En fait, je sais pas. Après, il y a un truc, j'ai pas eu le temps de le faire. Il aurait peut-être fallu croiser les statistiques de naissance de bébés avec le taux de fréquentation des sites de rencontres, parce que c'est le meilleur contraceptif, Tinder. Tu discutes avec un gars, tu comprends même pas ce qu'il écrit. Pour dire demain, il met le chiffre 2 et après 2 émoticônes de main. Ça fait soit un gars qui sait pas écrire, soit libidineux parce que le truc des mains, c'est horrible. Alors ça, c'est vraiment pour ça qu'on fait de moins en moins d'enfants ? Alors non, même pas. 20 minutes nous apprend que c'est parce qu'on est ashkénaze. Comment ça, ashkénaze ? Oui, angoissé et faites pas comme si de rien n'était, Nicolas. Ashkénaze, oui, ça vous concerne aussi. Ouais. Il y a encore quelques années, pourtant, la France, c'était l'exception européenne, avec 2 enfants par femme. Aujourd'hui, Macachoualou, on est passé en dessous. Donc pourquoi fait-on moins d'enfants ? Alors, 20 minutes dresse la liste. C'est un truc presque de survivaliste, les raisons. Covid, guerre en Ukraine, réchauffement climatique, spéciale dédicace aux familles nombreuses avec la fameuse phrase qui tue. Non, mais je veux pas élever des enfants dans un monde pareil. Mais ce qui nous surprend, nous explique encore 20 minutes, c'est que contrairement aux épisodes précédents, cette baisse de naissance, elle se poursuit dans le temps. De tels pics inversés avaient déjà eu lieu. Les naissances étaient même descendues sous les 750 000 par an au milieu des années 70 et au milieu des années 90, mais la plupart du temps dû à ce que les démographes appellent un trou générationnel, comprendre une baisse du nombre de femmes en âge de procréer. Tout ça, ça ne risque pas de s'améliorer vu que l'âge auquel les femmes ont des enfants est passé de 29 ans en 1995 à 31 ans aujourd'hui. Bref, on vieillit, tout ça, ça ne nous rajeunit pas, donc je pose solennellement la question. Est-ce que c'est dans ce monde de vieux dans lequel on veut vivre ? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est non. Et pour vous, Jean-David Zetoun, alors, un monde de vieux qui se prépare ? C'est déjà le cas. Alors, le monde est jeune, mais l'Occident est vieux, si on veut simplifier les choses. La fécondité mondiale, c'est 2,3. Mais elle baisse. Donc pour l'instant, le monde est encore en train de se renouveler, même un peu plus. Mais la fécondité est en baisse dans le monde, donc il est possible qu'elle passe sous la barre nécessaire des 2,1 pour renouveler l'espèce. Mais ça, on ne sait pas encore. En France, on est un peu en dessous de 2, mais on est un des moins pires de l'Europe. Je crois qu'en Corée ou au Japon, c'est 0,5. Ah oui, avec les politiques. On est dans un désespoir français, comme le désespoir américain que vous avez décrit. Très difficile à analyser, peut-être qu'il y a une partie de ça. Ce qui est très difficile pour les politiques, c'est que les politiques de natalité ou d'antinatalité ne marchent pratiquement jamais. Et donc, elles peuvent éventuellement influencer la tendance, mais si elles vont dans le sens de la tendance. Si elles essayent de s'opposer à la tendance, historiquement, ça n'a pratiquement jamais marché. Bon, on va passer à la suite. Alors, on va parler chirurgie esthétique avec le docteur Mitz. On va savoir si la chirurgie esthétique rallonge un peu la jeunesse. Alors, on va voir ça dans quelques instants. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Alors, dites-nous tout. Bonjour, cher docteur Vladimir Mitz. Bonjour, chers amis. Notre chirurgien esthétique, est-ce que c'est une formule de jeunesse, la chirurgie esthétique ? Est-ce que ça la rallonge, en tout cas ? Eh bien, écoutez, je suis content d'être positif, parce que tout ce qu'on a entendu était plutôt des interdits, des constatations un peu amères. Et moi, ce que je constate, ainsi que beaucoup de mes collègues, c'est que les patients de 70 ans, que l'on taxe de vieux, dans leur tête, ils ont 45 ou 50 ans. Ils sont jeunes. Ils restent jeunes, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui est très curieux, peut-être sont-ce les médias, ils lisent peut-être moins, mais ils vont au cinéma, au théâtre, ils parlent entre eux. Internet est là qui les fait communiquer. Et donc, il y a une jeunesse d'esprit qui reste, et cette jeunesse d'esprit, elle se mérite. Parce que le corps ne suit pas. Le corps avance. Et ce qu'on sait aussi, c'est que tous les stress que nous subissons passent par le cerveau, mais c'est les mêmes cellules que la peau. Et donc, cet impact émotionnel nous fait vieillir, crée des fissures, des fractures, des fibres élastiques.
Et donc, quelle est la réponse du chirurgien à cela ? Heureusement, nous sommes là. Et les médecins esthétiques aussi, parce que pour les gens qui ont le courage de le faire un certain nombre d'interventions qui met en accord leur psychologie et leur psychisme avec l'extérieur est très positif. Parce qu'on vit aussi dans un monde de l'image. On se regarde sans arrêt. C'est le temps des selfies. C'est fini le miroir devant lequel on passe des heures. C'est la photo immédiate avec le smartphone. Même pour les gens de 70 ans ? Bien, encore plus. Moi, je vois des femmes qui, pour se maquiller, utilisent leur smartphone pour se mettre le rouge à lèvres ou se maquiller les yeux. Et donc, quelque part, ce regard que les patients ont sur eux leur fait pousser vers la chirurgie ou la médecine esthétique. Et en matière de chirurgie, il y a quand même une opération qui a été extraordinaire, qui est totalement modifiée, c'est ce qu'on appelle les liftings. C'est quelque chose qui a très mauvaise presse et je prends joie, en quelque sorte, de vous expliquer à quel point cette chirurgie de rajeunissement du visage a été modifiée. On a dans la tête les liftings ratés. Les starlets qui sont tirés à gauche, à droite, les complications, les dépressions. Mais en fait, c'est très rare, ça présente même pas 2% des cas. Parce que la chirurgie des liftings, elle s'est approfondie. On a constaté que si on faisait un lifting actuellement, techniquement, il suffit pas de tirer la peau. On s'occupe de deux autres choses qui sont très importantes, qui sont les structures profondes du visage, le SMAS, le système musculo-aponeurotique superficiel de la face. J'en suis fier, c'est moi qui l'ai décrit en 1973. Mais ça a complètement révolutionné la chirurgie des liftings parce que ça permet de jouer et de retendre les structures plus profondes. Et quand on retend les structures plus profondes, on remet en place les loges graisseuses qui se sont effondrées. Par la liposuction qui a été inventée par Illouz, on peut dégraisser le cou et les bas-joues, sans faire de grandes cicatrices. Et puis on a aussi adapté quelque chose qui est très particulier, une chirurgie qui s'adresse au volume du visage. Il y a deux types de vieillissement. Il y a des gens qui perdent, qui deviennent très creux, et les orbites se creusent, on a l'impression déjà de voir le squelette en dessous. Et au contraire, il y a des gens qui s'étoffent, qui deviennent très gras, et pour lesquels il faut déplacer ou replacer les volumes ailleurs. Et le lipofilling est la possibilité d'utiliser sa propre graisse. Ça, c'est un bon aliment, il n'y a pas de fructose dedans, c'est à vous. Et c'est bon pour vous. On le prend sur vous pour vous le mettre pour vous. On ne peut pas le prendre chez quelqu'un d'autre. La mère ne peut pas donner à la fille. La sœur ne peut pas donner à la sœur. Et donc, en utilisant cette graisse que l'on prend sur la patiente ou le patient lui-même, on peut rétablir des volumes, corriger des petits creux, corriger des sillons. C'est extrêmement naturel. C'est ce que vous appelez le deep plane ? Alors, le deep plane, c'est donc un lifting qui est extrêmement à la mode actuellement, qui est justement l'utilisation non plus de tirer sur la peau pour rajeunir le visage, un peu comme si vous remontiez votre jupe si vous êtes une femme ou un pantalon, mais aussi de replacer les éléments profonds, le SMAS justement. Et ce deep plane a révolutionné complètement la chirurgie du lifting et du rajeunissement, parce que ses résultats sont spectaculaires, mais on n'est pas obligé de faire des grands liftings. Et il y a des patients qui sont vieux, ils ont l'air d'avoir 70 ans à 40 ans, hommes ou femmes. Donc là aussi, ils sont pénalisés. C'est quelque chose qui est difficile à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une injustice du vieillissement. Notre peau est très variable d'un sujet à l'autre. Nos fibres élastiques peuvent se briser. Il y a même des maladies, on devient vieux à 12, 13, 14 ans. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est un vieillissement prématuré où des petits vieux qui ont 15 ans se baladent dans la rue et avant, ils n'avaient pas de solution. Donc ce problème du vieillissement, on le traite et le deep plane est une des solutions chirurgicales qui permet un rajeunissement harmonieux du visage, invisible pour les autres. Tous les patients nous disent après, on m'a dit que j'avais bonne mine. Alors on leur pose la question, mais est-ce que vous avez donné mon nom quand même pour que... Voilà. Je dis, pas du tout, docteur. C'est hors de question, vous êtes dans mon cœur, je vous aime, mais il est hors de question que je vous donne le secret de ma jouvence. Donc c'est quelque chose de très particulier psychologiquement. Il y a autant de femmes que d'hommes qui le pratiquent ou plus de dames ? Il y a plus de dames, mais actuellement, les hommes y viennent aussi. Nous étions passés d'environ 5 à 8% de chirurgie esthétique chez l'homme, et maintenant on arrive à 15 à 20%, et il y a même des chirurgiens qui se sont spécialisés dans la chirurgie esthétique du visage de l'homme, des paupières notamment. Les paupières, c'est le miroir de notre apparence, très important. Or là aussi, le vieillissement des paupières est singulier. Il est programmé génétiquement, il faut regarder à qui on ressemble dans la famille. À 20 ans, on peut savoir comment on sera à 50 ans si on a le même visage que son père, sa mère ou sa tante. Donc cette chirurgie des paupières, elle se fait très souvent chez l'homme. Pourquoi ? Parce que les hommes sont en réunion, on leur dit « Ah, t'as l'air fatigué, ah, t'as mal dormi cette nuit, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et donc c'est quelque part ça peut être humiliant.
Et donc cette réparation invisible de l'apparence dans ce monde de l'image est positive. Je suis content d'apporter quelque chose de positif. Alors je voulais savoir si pour vous ce thème de la chirurgie esthétique fait partie de ce qu'il faut absolument écarter de notre société, ou est-ce que vous le voyez croître avec inquiétude, ou c'est un fait de société pour vous? Est-ce que ça fait partie de la qualité de vie Absolument. Non, moi j'ai aucun problème avec la chirurgie esthétique que j'appellerais normale. C'est-à-dire celle d'abord qui veut corriger un défaut problématique chez quelqu'un qui n'est pas forcément vieux, ou celle qui veut essayer de pondérer les effets du vieillissement. Je pense qu'on a tous des problèmes avec ce que vous avez appelé les opérations ratées, parce qu'on se dit que ça valait pas le coup, mais sinon j'ai pas de problème de principe avec ça. Eh ben merci docteur Vladimir Mitz, on respire un peu là, on va mieux. Je vais venir vous voir peut-être là. Vous me paraissez quand même très séduisant. Je sais pas, on m'a dit que j'étais fatigué aujourd'hui, non? Pas mon impression. Peut-être que j'irai mieux la semaine prochaine. Oui, voilà. Merci docteur Vladimir Mitz, on passe à notre dernière séquence, la vie derrière soi. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Difficile dans cette vie derrière soi de ne pas profiter de votre présence, Jean-David Zetoun, pour ne pas évoquer la vie de Louis Pasteur, notre grand homme de la microbiologie. Fauteuil 17 de l'Académie française, après Émile Littré, des mots et du micro à la microbio, il n'y a qu'une dose, de vaccin bien sûr. Né à Dole dans le Jura en 1822, mort à Marne-la-Coquette, 1895, il travaille d'abord sur le lait et débute l'étude des altérations du vin et entre autres le processus de formation du vinaigre. Il comprend alors que la fermentation est chimique et microbienne. Haussmann, qui bâtit de larges perforations afin entre autres de lutter contre le choléra, institue une commission chargée d'étudier l'étiologie du choléra. Il observe les bactéries, les isole, les cultive, découvre la pasteurisation. Il étudie les maladies des vers à soie, triomphe de la pébrine, qui est une maladie du ver à soie causée par un champignon. La maladie des vers perturba grandement la fabrication et le commerce des soies, mais ne triomphe pas de la flacherie, maladie également des vers à soie causée par l'ingestion de feuilles de mûrier infectées, les vers morts étant flasques, d'où le nom de flacherie. Il travaille et prouve le rôle des organismes vivants dans la fermentation, prolongeant le travail d'un certain Liebig, puis il crée le laboratoire de l'école normale. Il fait un AVC et gardera un handicap physique toute sa vie. Il travaille sur l'anthrax, découvre le staphylo ainsi que le streptocoque. On commence à parler des microbes, voilà l'ennemi. Et en 1880, il engage ses recherches sur la rage. Plus difficile car le virus ne se voit qu'en microscope électronique, développé seulement en 1962. Et une de ses expériences les plus fameuses sur le jeune Joseph Meister en 1885, il expérimente sur l'enfant ce qu'il n'avait fait que sur les chiens, pensant que l'immunité était un phénomène passif alors qu'elle est active. Joseph Meister, jeune Alsacien qui à l'âge de 9 ans, après avoir été mordu 14 fois par un chien, représente donc le premier cas de vaccination antirabique d'un sujet humain. La renommée de la vaccination de Meister permet de lancer une souscription et la création de l'Institut Pasteur. Nous n'oublierons évidemment pas d'évoquer dans ce trop court portrait, pour un homme qui a changé à tout jamais l'histoire de la médecine, la rivalité opposant sur fond de nationalisme exacerbé le français Pasteur à l'allemand Robert Koch, qui ont combattu tous deux au chevet des bactéries. L'ego des deux scientifiques les pousse à se déclarer une guerre. Qui des deux a commencé? Dur à dire. Lorsque Koch présente ses travaux en 1876, cela fait bien 10 ans que Pasteur a évoqué la formation de spores chez une bactérie. Ignorance ou mauvaise foi, l'Allemand ne cite pas les travaux du Français qui ne lui pardonnera pas. Choléra, rage, tuberculose, diphtérie ou tétanos accompagneront les combats acharnés des deux chercheurs puis de leurs disciples respectifs qui ne sont pas en reste dans la bataille. Pasteur, Koch, c'est Connors McEnroe, Nadal Federer, Camus, Sartre, Picasso, Matisse, à la différence près que la santé de l'humanité était en jeu.
voulez réagir? Ouais, deux anecdotes. La première, c'est que effectivement, alors Pasteur n'était pas médecin, il était chimiste, alors que Corr était médecin généraliste de campagne. Et il y a souvent un peu de mépris de la part du corps médical vis-à-vis des non-médecins. Et et Corr disait Pasteur peut pas comprendre les maladies, il est pas médecin. Et la deuxième anecdote, c'est que Joseph Mester, dont vous avez parlé, donc qui est le gamin qui a été le premier gamin sauvé de la rage grâce à la vaccination, qui à l'époque était encore totalement expérimentale. Il l'avait fait sur des chiens, mais pas sur des humains. Est devenu ensuite le gardien de l'Institut Pasteur. Et il s'est suicidé quand les Allemands sont entrés à Paris. Oui, en juin 40, hein, je crois. Ouais. Ouais, complètement. On arrive presque au terme de cette émission. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que j'ai eu la chance d'être l'élève d'un chirurgien qui s'appelle Raymond Villain et qui était passionné par l'écologie microbienne, parce que c'est quelque chose qui était très très peu connu. Et il a donc écrit un livre, et plusieurs d'ailleurs, où il a décrit « Bactéries, mes amis ». C'est-à-dire qu'il a pu montrer comment sur le corps humain se développaient les bactéries en un cycle. Et quand on prend des antibiotiques, des bactéries gentilles qui sont à la surface de la peau sont chassées, et c'est des terroristes qui arrivent. Et il y a un médecin qui s'appelait Graham, qui avait fait une coloration qui était ou bleu ou rouge, et qui permet de savoir qui sont les bons et qui sont les méchants. Les Gram+ sont gentils, les Gram- sont des germes extrêmement toxiques, résistants aux antibiotiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tout ce monde-là a été tué, que les germes ont été tués, la plaie ne reste pas sans personne, c'est les champignons qui arrivent. C'est fascinant. Très joli. Merci Jean-David Zetoun d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le suicide de l'espèce, édition de Noël, comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous pouvez espérer de la vie alors maintenant Moi, j'ai rien à espérer. C'est pas que j'ai rien Comment à espérer. ça, vous n'avez rien? Je demande pas à ce qu'on me souhaite quelque chose. Mais c'est gentil d'essayer. En tout cas, bonne continuation à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci Dr Serge Rafal. Merci Dr Vladimir Mitz, Eva Soto. Et la régie toujours avec Serge, Benjamin. Et on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, c'est la rediffusion de l'émission de Cyrielle Sarah Cohen. Merci. Merci pour l'invitation.